Virus ou pas virus? Le débat se poursuit pour comprendre l'origine du délire paranoïaque appelé Covid-19. Ma formation, ou plutôt ma déformation, m'a amené à étudier ce concept en long, en large et en travers sous l'angle des statistiques. La conclusion de 4 ans de travail est assez claire, il n'y a pas la moindre trace d'aucun nouveau pathogène dans les statistiques de malades ou de décès de ces dernières années. Tous les décès en trop sont dus au mauvais traitement infligé aux plus fragiles par peur du virus. Toutes les dates, tous les nombres correspondent à cette explication. On pourrait appeler cette démarche bottom-up ou ascendante. On part de la statistique finale pour revenir à ses fondements et conclure que rien de ce qui est appelé Covid-19 n'est scientifique ni même cohérent. Un certain nombre de partisans de la méthode top-down ou descendante fustigent également l'absence de certitude, voire même de science, dans la théorie du nouveau virus tueur asymptomatique, le SARS-CoV-2. D'autres considèrent au contraire que son existence est bien prouvée et ses propriétés connues. Pour appuyer leurs propos, ils citent volontiers des articles scientifiques publiés dans des grandes revues, tout en précisant que ces derniers ne sont pas fiables lorsque les résultats vont dans un sens déplaisant. Au sein d'une discussion à ce sujet, Yves Razir m'a envoyé une étude publiée dans le prestigieux journal Nature, prouvant que le SARS-CoV-2 est bien un pathogène. L'étude s'intéresse à la résistance génétique d'un grand nombre de souris que les chercheurs auraient infectées avec le virus. En lisant cet article et tentant de trouver les résultats annoncés avec les données fournies en annexe, j'ai été tellement estomaqué par les incohérences à tout point de vue que j'ai appelé mon ami Eusèbe Riochet à l'aide. Eusèbe Riochet est l'auteur du livre Covid-19, guerre ouverte contre les peuples, qui met en lumière de manière magistrale le gérontocide pendant la crise, qui a eu lieu à l'aide de plusieurs médicaments, dont le Rivotril est le plus emblématique. Livre que je vous conseille évidemment vivement. J'en étais au point où j'aurais préféré qu'il me montre que je savais plus faire une addition. Malheureusement, la réalité est pire qu'attendue, Eusèbe ayant encore chargé la barque de cette prose écrite en globish et qui se fait passer pour de la science. Je vais probablement finir par devoir suivre une thérapie tellement le simple fait de voir un type en blouse blanche sur un écran me déclenche désormais un fou rire incontrôlable. Dès la première lecture de ce papier, on découvre qu'il n'y a aucun groupe témoin dans l'échantillon. C'est visiblement une habitude en virologie, mais on est surpris à chaque fois. Dans une étude qui prétend montrer que les souris sont infectées par SARS-CoV-2, on s'attend à ce qu'il y ait un groupe de souris que l'on soumet aux mêmes conditions, c'est-à-dire les isoler dans des cages, les anesthésier, leur remplir les bronches, mais sans les infecter avec le pathogène. C'est le principe de la preuve scientifique. On doit isoler l'objet de l'étude si on veut prouver ses propriétés. Bon, faut rappeler que isoler fait partie des mots qui fâchent facilement en virologie. On doit ici se contenter de croire que c'est le virus qui rend malade les souris, puisqu'on ne dispose pas de souris sans virus. À propos de virus, on se demande où notre laboratoire en a trouvé un. Pour infecter une souris, il faut nécessairement avoir un exemplaire de SARS-CoV-2 pour lui en donner. Détenir un objet pour lequel il y a toujours une bataille scientifique pour savoir s'il existe vraiment clôt le débat de manière inattendue. Le livre de Mark Bailey, Un adieu à la virologie, nous rappelle que jamais aucun virus n'a pu être isolé pour être étudié correctement, et donc encore moins transmis. La séquence originale du SARS-CoV-2, publiée début 2020 par un laboratoire chinois, n'a jamais été revue nulle part. Début 2022, un mathématicien travaillant avec le docteur Stéphane Lanka a tenté de retrouver cette séquence à partir des résultats du laboratoire chinois et de leur logiciel, mais n'a jamais réussi. Se pose la question d'une simple fraude avec une séquence purement inventée pour l'occasion. Quand, fin mars 2020, l'IHU de Marseille a déclaré avoir trouvé son premier variant, leur séquence reconstituée ne correspondait qu'à 86% de celle initiale. 86%, c'est le taux de correspondance génétique entre un humain et une souris. Pour les virologues, on est pareil en fait. Voilà qui évacue le problème de prétendre déduire quelque chose sur nous à partir d'expériences réalisées sur ces petits animaux. Les scientifiques à l'origine de ce papier déclarent avoir obtenu le virus de la part de la branche médicale de l'Université du Texas. Ça a l'air sérieux. On doit donc les croire sur parole puisqu'aucune vérification n'est faite sur cette prouesse. J'ai donc demandé à Eusèbe ce qu'il en pensait. Effectivement, ils ont acheté auprès de l'Université du Texas des cellules Vero cultivées en compagnie d'une sorte de molar initialement codifié nCoV WA1 2020 MN 985325.1 par un séquençage qui n'a sans doute jamais été reproduit une seconde fois. Ce sont des vers au passage 4, donc ayant subi 4 fois de suite le traitement qu'on leur inflige habituellement pour une culture avec antibiotiques, désinfectants, sérum de cheval et compagnie.
Enfin, cette pâtée est cryogénisée avec du diméthylsulfoxyde, un agent de conservation à peu près systématiquement utilisé pour ça. Et quand Euseb dit que ce séquençage n'a probablement jamais été reproduit une seconde fois, c'est pas une exagération. Dans sa vidéo explicative de l'isolation du SARS-CoV-2, qui n'est pas du tout une isolation au sens propre, bien évidemment, l'IHU de Marseille explique disposer de plus de 7000 souches de virus. Autrement dit, on trouve quasiment jamais 2 fois la même chose sur 2 virus quand on fait du séquençage. Et plutôt que d'en déduire que la théorie du virus pathogène est fausse, on préfère conclure que le virus mute tout le temps. On a donc notre mutation de virus. Mais les souris qu'on va prétendument infecter avec le virus, pour les rendre malades du Covid, soi-disant, ne sont pas en reste, comme nous l'explique Euseb Riochet. Les souris sont malades par conception, toutes mutantes et consanguines. On pourrait dire que c'est une manière de simuler les comorbidités des malades du Covid, mais franchement, quand on voit d'où viennent ces pauvres bêtes, on s'étonne qu'elles ne crèvent pas dans le colis postal. Quant aux symptômes attendus du Covid, comme d'habitude, c'est un fourre-tout de tout ce qui peut arriver de désagréable aux souris. Il n'y a bien que l'indigestion des mentales qui n'ait pas été prévue dans la liste. Et en effet, comme pour les humains, aucune définition scientifique de Covid n'existe. À partir de là, on peut interpréter absolument comme on veut l'état de santé de nos souris pour les mettre dans la case Covid. Mais Euseb nous rappelle d'abord comment ils ont été prétendument infectés avec la pâtée commandée à l'université du Texas. La pâtée est décongelée, puis recultivée avec la soupe habituelle. Puis on injecte 50 microlitres dans le pif des souris, anesthésiées pour l'occasion. Bonjour la tasse de poison dans les poumons. À titre de comparaison, à poids relatif, 50 microlitres pour une souris, c'est 10 centilitres pour un humain, soit l'équivalent d'un verre-ballon de saloperie toxique injecté dans les voies respiratoires. Dégâts pulmonaires et cérébraux garantis. Et oui, il ne faut pas oublier que chez ces bestioles, la lame criblée qui sépare la cloison nasale du cerveau est très poreuse et très étendue. Les expérimentateurs partent tous du principe que le diméthylsulfoxyde n'est toxique qu'à forte dose, d'où le soin qu'ils mettent à rincer des cellules véro. Mais c'est vraiment pas de bol, on s'est rendu compte il y a peu que le diméthylsulfoxyde est neurotoxique même à très faible dose. Une découverte publiée dans The FASIB Journal en mars 2014. Oups. L'isoflurane, utilisé pour endormir les souris, est connu pour provoquer l'inflammation des muqueuses respiratoires. Tout garanti chez la pauvre souris. Chez d'autres, comme si ça ne suffisait pas, ils ont en plus injecté un jour avant de la soupe Véro dans le péritoine. Les souris ont ensuite été conservées dans de jolies petites cellules individuelles, ce qui a sans aucun doute grandement plu à ces petits rongeurs sociaux. Rien de tel qu'une petite dépression pour attendre la mort sans rien regretter. On rappelle ici l'absence d'expérience témoin. Faudrait prendre des souris, les anesthésier, leur balancer dans les bronches tous les produits de l'expérience, excepté le prétendu virus, et les isoler pour voir dans quel état de forme ça les met. Évidemment, le risque c'est de prouver que toutes les conclusions sont fausses, et quand on a payé pour se faire publier dans Nature, ce serait dommage. Évidemment, en tant que statisticien, j'ai été mu par un mauvais réflexe. J'ai essayé de télécharger les données de l'étude pour refaire les calculs. Visiblement, je n'ai pas réussi à m'adapter à la science du XXIe siècle. L'étude est censée prouver des choses sur la survie et la perte de poids des souris infectées par le virus en fonction de leur patrimoine génétique. Il n'est fourni aucune donnée ni sur le poids des souris, ni sur leur survie, et c'est assez particulier. Mais en plus, les données sont extrêmement étranges. Il y a des souris numérotées, mais qui ne se suivent pas. On a par exemple les souris 1, 2, 3, 5, 6, 8, mais où sont les souris 4 et 7 ? La numérotation permet de suivre les individus d'une expérience. C'est un marqueur important pour montrer qu'on suit correctement une population. C'est même une bonne pratique obligatoire dans les essais cliniques. La disparition des sujets aux résultats gênants est une des fraudes de l'étude Pfizer sur les vaccins anti-Covid, comme l'a révélé OpenVaet. On est donc méfiant vu qu'il n'y a que 240 souris dans le fichier pour 305 numéros, soit 20% de perte. Ça fait beaucoup de trous, de souris évidemment, dans les numéros. Mais en plus, lorsqu'on essaye de faire des totaux par type de souris, on ne retrouve pas ceux des graphiques de l'étude. D'où viennent ces résultats et comment ont-ils pu être lus par les pairs ? Pire, le fichier nous indique uniquement si la souris était atteinte d'une maladie pulmonaire et de sa gravité. Du moins grave au pire, on a la souris n'a rien, 39 souris, un problème minimal pour 87 souris, un problème léger pour 77 souris et un problème modéré pour 34 souris. Comment les chercheurs peuvent-ils nous dire qu'il y a une hécatombe chez les souris alors qu'elles ne sont quasiment pas malades ? Mais de quoi meurent-elles ? On sait que dans certaines études, les chercheurs tuent les animaux au moindre signe clinique pour faire leurs analyses.
Ils annoncent après la bouche en cœur des taux de survie proches de zéro, accusant le méchant virus de faire des ravages. J'ai donc demandé à Euseb s'il avait une autre explication à ces chiffres pourris. 25% des souris ne sont même pas malades ou alors n'ont pas de virus détecté. Elles crèvent quand même comme les autres. Les auteurs se contentent de compter ce qu'ils ont prévu de compter, telle lignée à telle proportion d'anticorps avec telle proportion de variants, etc. Ils ne peuvent pas se tromper, on mesure ce qu'on mesure. Si le chiffre est bas, on dit que la lignée est résistante, sinon qu'elle est fragile. Pour quantifier la quantité de virus, ils ont utilisé la méthode du comptage de plaques virales. Ils refont une culture Véro avec les échantillons prélevés sur les cadavres des souris, sans doute tuées pour l'occasion, malades ou non, la laissent vivre sa meilleure vie dans une boîte de pétri, puis comptent les trous laissés par les cellules Véro mortes d'ennui. Je passe sur les sérologies, les PCR, les séquençages, tous exclusivement menés pour détecter le SARS-CoV-2. Surtout, il ne faut détecter rien d'autre. Et la meilleure manière de ne rien trouver d'autre, c'est de ne rien chercher d'autre. Crois-moi si tu veux, mais ça marche drôlement bien. Les rapports des relecteurs sont amusants. Le premier relecteur nous dit « Point mineur, en accord avec les directives du journal, les auteurs devraient éviter les mentions « données non mentionnées » et à la place inclure les données nécessaires à l'évaluation des affirmations de l'article en tant qu'information supplémentaire. » Non, planquer des données, ce n'est pas un point mineur. Les auteurs ont finalement transformé les données cachées par des données outrancièrement positives. Ça valait le coup de les dissimuler. Le second relecteur écrit « Un souci majeur est le manque de pertinence de certains résultats observés, par exemple les valeurs PF de plusieurs tissus, les scores de pneumonie, principalement parce que dans chaque lignée de souris étudiée, il y a des souris qui se sont comportées différemment et cela complique l'interprétation des résultats. C'est en effet un souci majeur. Les auteurs n'ont semble-t-il rien fait pour le corriger. On sent comme une sorte d'entre-soi entre les auteurs et les relecteurs. Il ne faudrait pas vexer les futurs relecteurs ex-auteurs au cas où les ex-relecteurs futurs auteurs souhaiteraient enrichir leur CV. En résumé, on a une étude parfaitement bidon qui planque ces données pour annoncer des résultats exceptionnels permettant d'améliorer la connaissance en génétique. Ils ont pris des souris, leur ont injecté des cochonneries dans les poumons, sans groupe témoin, de façon à prétendre que c'est le virus qui donne le Covid. Et visiblement, ça fonctionne même pas. Les souris n'ont même pas eu d'infection pulmonaire. Les chercheurs les ont probablement tuées quand même pour les analyser et ainsi obtenir un joli taux de mortalité. C'est tellement ridicule à ce stade qu'on se demande si c'est un canular. Que peut-on déduire d'un tel foutoir, qui plus est sur des humains? Enfin, sur cet aspect, cette crise m'aura permis de comprendre que pour les chercheurs participant à cet esbrouf, il y a autant de rapports entre deux prétendus variants de Covid qu'entre un humain et une souris. Va donc pour les expériences sur les souris, puisque ce sont que des variants d'humains. Peut-être le meilleur pour la fin. Le 1er mai dernier, le même journal Nature a publié un article annonçant qu'une équipe de chercheurs a tenté de donner le Covid à 35 volontaires humains à l'aide du prétendu SARS-CoV-2 et a échoué. Ils ont tenté de multiplier les doses de virus à chaque essai et ont abandonné, rendu à 10 000 fois la dose censée rendre malade. Tout ça pour ça. 4 ans de folie furieuse pour lutter contre un truc que personne ne sait correctement isoler et dont personne n'avait jamais essayé de savoir si ça rend malade. Rappelons qu'en 1919, l'équipe de Milton Rosno avait tenté de rendre malades de la grippe espagnole des personnes saines pour comprendre le mode de propagation des dits virus. Ce fut un échec complet. Le livre Can You Catch a Cold propose d'enfoncer les clous à ce sujet. Attention teaser, ce sera la prochaine lecture que je vous partagerai. Finalement, aujourd'hui, je sais pas ce qui est le plus fou. Se rendre compte de l'absence de la moindre justification scientifique au délire paranoïaque Covid-19, ou constater que malgré tout, certains s'accrochent encore.